Si je vous dis les clés de votre énergie, trouver ma place, se donner toutes les chances, ça vous dit quelque chose ? Oui ? Alors cet épisode est fait pour vous. Non ? Eh bien cet épisode est aussi fait pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je reçois l'autrice de ces livres best-sellers, qui est journaliste, conférencière et rédactrice en chef du magazine Les clés de votre énergie. Il s'agit de Natacha Calestrémé. Nous allons parler ensemble de la mort et du deuil sous un angle différent, en abordant la question de notre énergie, de l'impact de nos blessures émotionnelles, de nos héritages transgénérationnels et de notre juste place. Natacha va nous aider à comprendre en quoi des deuils plus ou moins difficiles, des décès traumatisants, des morts cachées, etc., pouvant remonter même à plusieurs générations, peuvent être autant de cicatrices invisibles qui marquent nos vies, parfois sans que nous en soyons conscients. Grâce à des exemples concrets et des histoires vécues, nous allons explorer les mécanismes de nos blessures émotionnelles et découvrir comment récupérer notre énergie pour mieux vivre et être véritablement nous-mêmes en dépit de l'adversité. Je suis heureuse de vous offrir cet entretien passionnant, singulier, avec de l'émotion chez Natacha et chez moi, qui va vous apporter, j'espère, de vraies clés et peut-être changer votre vie. Bonne écoute! Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bonjour Natacha. Bonjour Gaëlle. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui avec nous au micro de Ainsi va la vie pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous êtes l'une des personnes qui a participé à mettre en lumière l'intérêt des approches alternatives aux côtés et en complémentarité de la médecine allopathique. Et puis aussi parce que vous avez rendu intelligible la notion d'énergie auprès du grand public. Et ça, c'est vraiment très précieux. Et puis parce que vous avez rendu accessible une idée qui m'est très chère et qui est que l'on peut être actrice et acteur de son mieux-être, de son bien-être, voire même de son bonheur, via notamment des protocoles que vous avez créés et dont on va parler ensemble tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, vous allez nous offrir des pistes concrètes relatives au deuil et à la mort de nos êtres chers. Eh ben, quel plaisir de commencer ce podcast avec une introduction aussi flatteuse et merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Alors j'avais à cœur de faire cet épisode ensemble parce que c'est vrai que dans mes accompagnements de personnes endeuillées, dans les groupes de parole que j'anime, dans les retours que j'ai du podcast et puis finalement dans tous les retours que vous avez des gens qui viennent vous voir en conférence, dans tout ce qu'on lit finalement autour du deuil, on constate que les deuils peuvent réactiver des blessures émotionnelles et que parfois ces deuils rebattent les cartes de la place de chacun ou chacune dans la fratrie, dans la famille, même au sein du couple ou dans sa vie, tout simplement. Oui. Et puis, il y a certains deuils aussi qui peuvent raviver d'autres deuils dont on peut avoir hérité sans en avoir conscience, mais qui peuvent être bloquants sur notre trajectoire de vie. Et il se trouve que dans vos livres, vous parlez bien entendu des épreuves de la vie, parmi lesquelles, évidemment, il y a les deuils. Donc nous allons parler de tout ça ensemble pendant les prochaines 45-50 minutes. Mais avant, j'aimerais commencer par ma question rituelle. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contact avec la mort et de l'empreinte qu'il a laissée sur vous ? Alors, oui, je m'en souviens. C'était la mort de mon grand-père paternel. Et
Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à l'église avec mes sœurs et les cousins. Et parce qu'on était très triste, parce que c'était nerveux, on est parti en fou rire. Et vous allez trouver ça horrible, mais j'ai fait pipi dans ma culotte de rire. Et je suis partie de l'église avec une traînée, mais au secours, là. Non, mais tellement je riais, je suis incapable de savoir pourquoi je riais. Mais je suis sûre que parmi les gens qui nous entendent, bien sûr, quand c'est pas impliquant comme un enfant, comme un parent, eh bien, il y a parfois des rires qui sont quelque part libératoires, et que c'était une forme d'exutoire. Voilà, donc ça c'est mon premier souvenir. Mais après, il y a eu des choses bien plus douloureuses et difficiles, bien sûr. Mais la première fois que j'étais confrontée à la mort, c'était celle de mon grand-père. Alors justement, parmi les choses douloureuses et difficiles que vous venez d'évoquer, vous avez eu des deuils importants, des échecs, des doutes. Est-ce que vous diriez que ce sont ces événements qui ont été fondateurs dans votre recherche d'approche alternative et de ce concept d'énergie dont vous parlez dans vos livres et sur lesquels sont basés vos protocoles ? Alors, oui, et puis de manière détournée. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai une vie qui va plutôt bien à l'époque. Sur le plan professionnel, tout va bien, etc. Et en 2011, tout d'un coup, j'ai plus de boulot. Je me retrouve au chômage. Et puis financièrement, après mes droits se terminent, j'ai plus d'argent. Et il va y avoir comme ça, pendant 4 ans, différentes épreuves. La mort de ma petite sœur, puis la mort de ma meilleure amie. En fait, je me rends pas compte à l'époque à quel point ces morts impactent ma vie. Parce que je suis un peu dure à la douleur, que je me compare souvent à un cheval, mais plutôt un bourrin, gros bourrin. Et donc, qui a des œillères et j'ai pas mal. Tant que je peux avancer, j'ai pas mal, même pas mal. Bon. Sauf que, bon, il se passe d'autres choses sur le plan familial et je pleure tous les jours, en fait. Mais j'ai pas mal. Non, j'ai pas mal. Il y a quelque chose de l'ordre, je suis au bord de la dépression et je m'en rends pas compte. Et en fait, c'est mon corps qui m'alerte et qui me dit, avec une double hernie discale, je peux plus bouger, je peux plus m'allonger, je peux plus rester debout. Et il me faut ça, finalement, pour me rendre compte à quel point je vais mal. Donc, je dirais que, voilà, ça fait partie d'un ensemble. Néanmoins, là où le deuil a été quelque chose de fondamental pour moi, c'est que au moment où ma petite sœur, avant de mourir, elle a un coma qui va durer plusieurs mois. Et elle peut pas parler, forcément, elle est dans le coma. Et un jour, je vais la voir et je lui dis, tu sais, il faut que tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Pour avancer, pour revenir, il faut que tu pardonnes. Et je m'effondre en larmes. Et je dis, mais qui est-ce que je suis pour te demander pardon alors que moi-même, je suis incapable de demander pardon. Parce que j'avais beaucoup de personnes qui m'avaient fait du mal, 2 en particulier, et j'étais incapable de pardonner. J'étais pleine de colère, de rancœur, de haine, presque de vengeance en me disant, mais ils vont payer. Et au moment où je dis ça à ma petite sœur, je me dis, mais je peux pas lui demander de pardonner si moi, je suis pas capable de pardonner. Et finalement, quand elle va partir, elle va m'aider à ça. Elle va m'aider à pardonner. Et je peux vraiment dire aujourd'hui que si j'ai trouvé la force de pardonner, je vais employer un mot qui va heurter peut-être plusieurs personnes, mais c'est grâce à sa mort. Parce que j'ai compris finalement que certains n'avaient pas la chance de continuer à vivre parce que c'était leur choix. Moi, ça, c'est ma croyance. Chacun, il verra ce qu'il veut. Je veux dire, on peut pas savoir exactement ce qui se passe. Personne n'est allé de l'autre côté vraiment et revenu pour dire, voilà. Même ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, des EMI, eh ben, on peut pas dire qu'ils ont connu la mort, ils l'ont approché. Mais donc personne peut dire avec certitude il se passe ça, etc. Néanmoins, ma croyance, c'est de finalement se dire que quelque part on sait qu'on va mourir. Et d'ailleurs, ma petite sœur avait dit à ma mère, je sais que je partirai jeune.
Elle l'avait toujours dit. Et moi, à travers d'ailleurs mes enquêtes journalistiques, j'ai vu beaucoup de personnes, et notamment d'enfants, où les parents me disaient, notre enfant s'est dessiné mort une semaine avant de mourir. Ça arrive, c'est comme si l'âme savait. Et donc, je me suis dit, si elle, finalement, a choisi de partir, c'est dur ce que je dis, choisi de partir, mais c'est comme ça vraiment que je le vois, c'est peut-être pour nous rappeler que nous, on est vivants. Et si on est vivant, il faut qu'on en fasse quelque chose. Ça peut pas être simplement de continuer à vivre comme on était avant. Ce n'est pas possible. Ce sacrifice-là de la vie, pour moi, c'est un coup de massue, quelque chose qui nous impose véritablement de nous réveiller à autre chose, à quelque chose à l'intérieur de nous de différent. C'est comme ça d'ailleurs qu'on voit des parents qui ont vécu l'atrocité d'une fille, d'un fils, violés, tués, massacrés, des choses horribles, qui tout d'un coup montent une association et vont aider des dizaines et des centaines de personnes. Elles le font, ou ils le font pour que les choses ne se reproduisent pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la survie qui est là-dedans. Moi, j'y vois une mission d'âme. Et finalement, le départ de l'enfant en question, c'est ce qui a permis ça. Et pour moi, finalement, la question que... J'ai eu beaucoup de deuil dans ma vie, mais la question qu'on peut se poser, parce que c'est pas qu'on devrait, qu'on peut se poser, ça appartient à chacun de faire ce qu'il veut, mais qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant de ma vie pour rendre hommage à la personne qui est partie. 1. Comment elle aimerait me voir? Est-ce qu'elle a envie de me voir pleurer? Non. Est-ce qu'elle a envie de me voir triste? Non. Est-ce qu'elle a envie de me voir me morfondre sur ma douleur, sur ma haine, sur ma rancœur? Non. Est-ce qu'elle a envie que des ailes poussent dans mon dos, et que je sorte de ma chrysalide et que je devienne un papillon? Oui. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Pour ma petite sœur, je me suis dit, aujourd'hui, cette haine, cette colère, elle me ronge. Elle pourrit ma vie. Est-ce que l'autre sait que je le hais et que je le déteste? Non. Est-ce que ça change quelque chose de sa vie? Non. Est-ce que ça change quelque chose de ma vie? Oui. Parce que j'y pense tout le temps, la nuit, le jour, constamment. Et finalement, la personne que ça détruit, c'est moi. C'est ça que j'ai compris. Et je me suis dit, mais il faut que je pardonne, parce que cette vie, maintenant, je veux la vivre pleinement. Et voyez, Gaëlle, quand mes parents donc ont perdu ma petite sœur, leur fille, mon père était hypocondriaque, de toujours. C'était pas la trousse à pharmacie, c'était la glacière remplie de médicaments, donc je blague pas. Il a vu sa fille pendant des mois et des mois, trimballée d'un hôpital à un autre. Quand elle est morte, il a dit je ne serai plus jamais malade. Après, il a dit, à 80 ans, il a dit on va voyager, on va voir comme la France est belle. Quand je les appelle, ils sont toujours en vadrouille. On a vu une petite église romane de toute beauté. On l'avait vue avec de la glycine violette au printemps. On vient de la voir avec du chèvrefeuille. Ça embaumait. C'était de toute beauté. J'ai un magazine que j'ai créé, Les Clés de mon énergie. Il y a des pages qui s'appellent La balade de toute beauté. C'est en hommage à mes parents qui ont, depuis la mort de ma sœur, pris le réflexe de voir plein d'endroits en France et les trouver de toute beauté. On a vu un lac de toute beauté. Il y avait des roseaux,
Et moi, je trouve ça extraordinaire, finalement, de se dire que après un deuil d'un enfant, on ouvre les yeux autrement. Ça a été les décisions de mon père. Et ma mère, elle a été en très très grave dépression. Très très grave dépression. Elle a vraiment la dépression lourde où tout, il fallait son parfum, il fallait ses photos, elle a récupéré les vêtements, je veux dire, toutes les choses qu'on connaît du deuil, où on a besoin de s'accaparer, l'odeur, la présence, la voix, elle appelait tout le monde par son prénom, enfin, je veux dire, c'était vraiment, et puis la grosse dépression, antidépresseur, bon. Et ça a duré 3 ans, bon. Et au bout de 3 ans, tout d'un coup, elle a dit, je veux recommencer à travailler. 80 ans. Elle vient d'avoir 84 ans. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, ma mère ? Elle a une énergie incroyable. C'est des vacations, elle ne travaille pas tous les jours. Elle travaille 4-5 jours par mois. Elle travaille en fait dans un centre qui fait des médiations, qui aide les assistants sociaux à apprendre aux enfants à exprimer une émotion à travers une marionnette. Et en fait, elle apprend à des 25-50 ans à transmettre une émotion sans les mots, parce que les enfants ont du mal à parler, à travers la création d'une marionnette. Et la chose incroyable, c'est que ma mère, elle leur dit pas « j'ai perdu ma fille ». Mais tous les gens qui assistent à ces ateliers, ils voient dans les yeux de cette mère qu'on peut se relever de tout, même de la mort d'un enfant. Et qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose qui se passait pas du tout avant que ma petite sœur décède. C'est qu'avant, elle faisait ses ateliers, puis il se passait, voilà, c'était normal. Elle rentrait, elle était fatiguée, bon voilà. Aujourd'hui, elle voit des personnes qui créent une marionnette avec un ventre vide et qui dit moi, j'ai avorté et j'ai un mal fou à m'en remettre. Et cette marionnette, elle m'aide à m'en remettre. Elle a vu quelqu'un qui faisait une marionnette d'1,20 m, alors que généralement les marionnettes elles font 20-30 cm. 1,20 m disant mon père m'a toujours dit que j'étais petite. Moi je fais une grande marionnette parce que je suis grande. Elle a vu un homme dire moi j'ai tout le temps été rabaissée par mon père et j'ai eu énormément de colère et cette marionnette c'est mon passé et il l'a jetée par terre, il l'a cassée et mon passé c'est terminé. Et ça n'arrivait pas avant. Ça arrive aujourd'hui, je vais réemployer ce mot, grâce à la mort de leur fille. Mes parents se sont transformés. Et ils n'ont pas décidé de se transformer. Enfin mon père lui il a vraiment décidé, il a dit je ne serai plus jamais malade, mais sinon c'est quelque chose qui est venu avec le temps. C'est quelque chose, qu'est-ce que je peux faire pour rendre hommage et pour rendre heureux la personne qui est partie, qui a pris la décision de partir et qui, chaque fois qu'on pense à elle, est à nos côtés finalement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de... J'ai assisté à tout ça, je l'ai vu, je vois des choses magnifiques et oui, un deuil, c'est quelque chose d'innommable. Celui d'un enfant, c'est atroce, c'est monstrueux. Vous voyez, je vais prendre le cas de très très chers amis, Christian et Sandra. Ils ont perdu un garçon, leur fils cadet, à l'âge de 17 ans, écrasé par le métro, poussé par quelqu'un. Bon. Lui, il avait un métier, il travaillait dans des magazines, il était directeur artistique, elle était sculpteur international, ils étaient à la fois dans la matière et puis dans la réussite, success story, l'argent, etc. Leur fils meurt et c'est la fin. Parce qu'il ne croit pas à la survie de la conscience, ça appartient à chacun. Bien sûr. Et ils se disent, c'est fini. La vie, c'est fini. Et Christian, il est au bord du suicide. Il est tellement persuadé que c'est la fin. En plus, il a une forme de culpabilité parce qu'il se dit, si mon fils n'avait pas réagi avec colère, il n'aurait pas été poussé par celui qui était derrière. Donc, quelque part, je suis responsable. Mais ce qui se passe pour eux, c'est que ils vont
aller voir quelqu'un qui va leur donner cet immense espoir. C'est-à-dire qu'en fait, ce jeune homme avait l'habitude de prendre le pull de son père tout le temps. Oh, rends-moi mon pull, rends-moi mon pull. Bon. Et bien sûr, quand le fils meurt, dans le cercueil, ils lui mettent le pull. Voilà. Et il y a une personne qui va les voir et qui leur dit je sais pas, j'ai le sentiment que je suis en contact avec votre fils, et il me dit merci pour le pull. Ça s'invente pas. Ouais. C'est quelque chose qui s'est passé après sa mort. Et là, tout d'un coup, il y a un espoir immense, quelque chose que il y a peut-être une survie de la conscience. Là encore, on peut pas le prouver. Chacun y mettra ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, tous les deux, ils sont thérapeutes. Lui, il est devenu un peu guérisseur. Et elle est art-thérapeute. Ils se sont transformés. C'est magnifique. C'est incroyable. Et oui, le deuil est une déflagration monstrueuse pour peut-être nous inviter à regarder la vie autrement. Oui, d'ailleurs, il y a une phrase dans le livre qui signifie que ces épreuves nous conduisent à peut-être comprendre quelque chose de la vie qu'on n'avait pas capté avant, sans forcément donner du sens, parce que parfois c'est un non-sens, mais effectivement comprendre de ces épreuves. Mais je pense que c'est toujours un non-sens au départ. Toujours. Ça n'a pas de sens. Toujours. Sur le moment, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas avoir de sens, la mort. C'est pas possible. La vie, non, la mort ne peut pas avoir de sens. C'est impossible. Même quelqu'un d'âgé, on se dit non, pas maintenant. Pourquoi maintenant ? Pourquoi il est parti dans les 15 minutes où je sors de la chambre d'hôpital pour aller chercher un café, il part à ce moment-là. Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Pourquoi à tel moment ? Ça n'a jamais de sens. Jamais. Avec le temps, je pense qu'il y a une invitation à trouver peut-être pas un sens, mais à comment je peux me réinventer pour rendre hommage à son départ. Pas tellement trouver un sens, c'est comment je peux me réinventer, comment je peux sublimer ma vie, comment je peux changer ma vie. Et puis il n'y a pas d'âge. Un jour, j'ai rencontré une dame de 89 ans. Et elle vient à une dédicace, elle me dit moi je veux retrouver mon énergie parce que je m'occupe des petits vieux à l'hôpital. Elle me dit 89 ans, les petits vieux. C'est incroyable. Il n'y a pas d'âge pour trouver finalement une nouvelle étincelle à l'intérieur de soi. Je vais sortir du deuil 2 minutes. Je me souviens que moi j'ai donc réalisé des films. Pendant 10 ans, j'ai fait des films animaliers pour France Télévisions. Et je donnais pas mal de conférences, et notamment en Belgique. Et un jour, il y a une dame qui vient me voir, une maman, jeune maman, et elle me dit tout ce que vous avez fait, ça me fait rêver, parce que moi, je suis chimiste au départ, et j'aurais rêvé partir en Afrique sur les Grands Lacs et faire des analyses chimiques, faire des choses, des études là-bas. J'aurais rêvé, mais aujourd'hui, je suis maman. J'ai 3 enfants et je le ferai jamais. Et j'ai voyagé avec vous, mais franchement, j'aurais tellement, voilà. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vos enfants, ils ont envie d'avoir une maman qui a un regret, c'est d'avoir jamais fait ça ? Ou est-ce ils préféraient pas finalement ne pas voir leur maman pendant peut-être 1 mois, mais avoir une maman qui revient avec des ailes qui est grandes ouvertes, en disant j'avais un rêve et je l'ai fait. Et j'ai vu une lumière s'allumer chez cette dame, et elle m'a écrit 1 an et demi après. Elle me dit je l'ai fait. Je suis partie, je l'ai fait, et je suis tellement fière de moi. Je suis tellement contente. Je suis heureuse.
C'est Paul-Émile Victor qui disait: un aventurier est un homme qui prend ses rêves au sérieux, même si on a des tout petits rêves. Et ça, la mort peut nous aider à renouer à nos rêves, à se dire la vie, je suis vivant. Moi, je suis vivante. Je suis vivant si je suis un homme. Et qu'est-ce que je décide de faire de ma vie? Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je continue comme avant? C'est là où ça n'a peut-être pas de sens. Je ne sais pas si la mort a un sens, mais est-ce que ça a un sens de continuer la vie comme avant? Je crois pas. Je crois pas. Et peut-être que là, renouer avec un vieux rêve, faire quelque chose. Vous voyez, ma mère, pour revenir à elle, elle a, par rapport à son histoire familiale, toujours eu un problème de reconnaissance. Toujours. Elle n'a pas de diplôme, elle se croit nulle, etc. Bon. Là, elle a des retours, mais c'est inconcevable, les retours qu'elle a. Avec des jeunes ou des moins jeunes qui lui disent: mais je suis venue en me disant, qu'est-ce que je vais faire avec ces marionnettes à la bip, bon. Et puis, j'ai passé le meilleur moment de 2 jours extraordinaires où je me suis reconnectée avec moi-même. En faisant des choses manuelles, j'ai arrêté d'avoir le petit vélo dans la tête. J'ai fait des choses géniales et j'ai évacué quelque chose et et j'ai eu des idées. Je me dis que tiens, je pourrais faire des choses autrement, voilà. C'est aussi une invitation à se réinventer. À s'autoriser. À s'autoriser. Absolument. À s'autoriser autre chose. Si un lézard, par exemple, chaque fois qu'il grandit, il perd une mue. Il perd sa vieille peau. C'est comme une mort. Quand vous voyez une mue par terre, on dirait que c'est un lézard mort. Finalement, est-ce que le deuil nous demande pas de muer, d'enlever la vieille peau et de renaître d'une nouvelle peau qui est plus fragile? Au début, c'est plus fragile, c'est plus sensible. On se sent fragile, sensible, on se sent en difficulté, mais on a grandi. On a grandi. Et ça, on le sent, je crois, à l'intérieur de nous, on le sent qu'on a grandi. On sent quelque chose. J'aime bien cette analogie avec la mue pour le processus de deuil. Une mue durant laquelle on peut être extrêmement bousculé, très très chahuté émotionnellement, et notamment par des héritages dont on n'a pas conscience. Alors, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre point de vue là-dessus, parce qu'en fait, à quel moment est-ce qu'on peut identifier qu'on a un héritage qui est bloquant et qui ne nous appartient pas? Alors, c'est vrai que quand je me suis intéressée au transgénérationnel, je me suis penchée sur les travaux de Anne Ancelin Schutzenberger, qui est cette psychologue, psychothérapeute de renommée internationale, qui a fait 20 ans d'études cliniques sur le fait qu'il peut arriver que des nœuds, des épreuves vécues par nos parents, nos grands-parents, oncles, tantes ou arrière-grands-parents, comme ils n'ont pas été résolus d'une certaine manière parce qu'ils n'avaient pas les outils à l'époque, eh bien peuvent se reproduire sur les générations suivantes, sauter une génération, sauter 2 générations. Je précise que c'est pas parce que quelqu'un dans notre famille a vécu un deuil qu'on va vivre un deuil. Pas du tout. Oui, bien sûr. On regarde ce qui nous bloque et on remonte au-dessus pour voir s'il n'y a pas des choses, des récurrences. Mais c'est pas parce que quelqu'un a vécu un deuil qu'on va vivre un deuil. Ça, c'est super important de le préciser. C'est pas dans ce sens-là. C'est toujours, on part de nous et on remonte pour voir. Anne Ancelin Schutzenberger, elle vit un truc incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, elle est dans un hôpital, elle s'occupe d'une femme qui a un cancer, on lui donne 3 mois, elle a 35 ans, et au-dessus de sa tête, elle a le portrait d'une femme, et elle demande à cette patiente, qui est cette femme? Elle dit, c'est ma mère. Et elle est morte. À quel âge? 35 ans, comme moi. De quoi? Du même cancer que moi. Et Anne Ancelin Schutzenberger, elle a cette phrase de génie. Elle dit, vous n'êtes pas obligé de porter les fardeaux de votre mère. Et cette femme qui avait 3 mois à vivre, va vivre. Elle va pas mourir. Ce qui va faire dire, parce qu'elle aura ses 20 ans d'études cliniques, elle va amener Anne Ancelin Schutzenberger à dire,
il suffit parfois de prendre conscience de ces loyautés familiales pour ne plus les porter. Alors, oui, parfois simplement en se disant « Ah oui, mais un tel a vécu et c'est pas ma vie. C'est son épreuve, c'est pas la mienne. » Ça peut suffire. Dans d'autres cas, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que j'ai dans mes livres, proposé des protocoles qui sont des rituels chamaniques que j'ai transformés en protocoles en fait pour les rendre intelligibles et qui sont ni plus ni moins que des rituels chamaniques énergétiques, voilà, et qui permettent de couper les liens de souffrance, ne plus porter les fardeaux émotionnels de notre famille. Et là, il peut y avoir vraiment des fulgurances. Pour la petite anecdote, par exemple, moi j'étais complètement invisible, pourtant j'étais romancière, journaliste, réalisatrice, et c'est quand je fais le protocole 7 avec ma grand-mère, qui était invisible elle aussi, que tout d'un coup les médias s'intéressent à moi. Je n'ai pas changé. J'ai rien fait de différent. Je me suis juste libérée de fardeaux émotionnels qui m'appartenaient pas. Et donc, la raison pour laquelle j'ai écrit « Trouver ma place », parce qu'en fait, au départ, tous les protocoles, ils sont dans la clé de votre énergie. Bon. Mais j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, mais moi, je n'arrive pas à chercher à faire le lien entre mes épreuves et les épreuves qu'ont vécues les parents, les grands-parents, etc. » Oui, c'est ça, surtout que parfois, on les ignore. Voilà. Donc, et c'est pour ça que j'ai écrit « Trouver ma place », qui est vraiment le guide pratique, en fait, où je prends par la main, étape 1, étape 2, cherchez dans de famille qui a vécu ci, ça, faites tel protocole. Si jamais vous l'avez connu, vous faites ce protocole. Si vous l'avez pas connu, vous faites ce protocole. C'est très précis, c'est bien plus précis que dans la clé. Par exemple, sur l'histoire de l'invisibilité, si dans notre famille, il y a des personnes pour qui être invisible, c'est vivre. Eh ben, par exemple, un grand-père, pendant la guerre, être invisible, c'est vivre. Ça donne une autre clé de compréhension, une autre perspective sur comment lire l'histoire de la famille. Une grand-mère qui a été attouchée par un oncle ou un voisin. Être invisible, c'est avoir la paix. Une mère qui a été sous l'autorité, voire les coups de son mari. Être invisible, c'est souffler. Et nous, on se dit, purée, compliqué pour moi d'être visible. Donc, voilà, c'est ça. Pour les personnes qui, par exemple, ont perdu un enfant, il y a le protocole 7+, qui n'est que d'en trouver ma place. Ce protocole 7+, c'est... j'ai vu des personnes se redresser, comme sortir d'une gangue. En fait, c'est un protocole que l'on fait pour toutes les personnes qui ont vécu des fausses couches, des interruptions de grossesse ou des morts d'enfants. Bon. Quand un enfant meurt, quand il y a une interruption de grossesse ou une fausse couche, en général, comment ça se passe? Je parle d'une autre époque, même encore aujourd'hui, mais à une autre époque. On n'en parle plus jamais. On le dit même pas. Comment dire, on a honte, on se sent coupable, on est triste, on est en colère. Parfois, on a été obligé d'avorter. Donc, c'est des vrais traumas et on n'en parle plus. On met un couvercle dessus. Et ces âmes, moi, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses et je ne détiens pas la vérité. Donc, vous prenez, vous laissez, vous faites comme vous le sentez. Mais pour moi, un enfant comme ça, très jeune, ou quelqu'un qui une interruption de grossesse, ou voilà, ce sont des âmes évoluées, des vieilles âmes qui ont fait le choix de s'incarner de manière très courte pour justement créer un séisme émotionnel dans la famille sur plusieurs générations et pour montrer qu'avant il y a eu d'autres choses. Souvent, il y a des personnes dans les familles, moi j'ai des personnes qui m'ont dit ma grand-mère a fait 16 fausses couches. C'est un truc de dingue. Bon. Et donc le protocole 7+, il permet de redonner une place à ces âmes défuntes et nous de retrouver notre place. Et il commence comme ça. Aux âmes qui se sont incarnées de manière si courte, je donne ce prénom. Et donc on va donner le prénom à toutes les âmes qui nous viennent. Et ça peut remonter. Moi j'ai des personnes qui m'ont dit j'en suis à 12. Voilà.
Firmin, Jacob, Cécile, Émilie, etc., etc. Et après, il suffit de le lire, le protocole. On n'a pas besoin de l'apprendre par cœur. On le lit. Ouais. On allume une petite bougie, on la regarde et puis on le lit. Et il y a quelque chose où finalement on leur redonne de la lumière, on leur indique qu'elles peuvent chercher la lumière, on les remercie de s'être ainsi incarné de cette manière si courte pour montrer que finalement il y avait un problème de place, il y avait un problème de deuil, etc. Et une page se tourne. Et j'ai vu, sincèrement, Gaëlle, j'ai vu des personnes se redresser, j'ai vu des personnes se dire, mais c'est comme une chape de plomb en moins sur mon dos, quoi. Voilà. Et oui, bien sûr qu'il y a des mamans plein qui ont fait des fausses couches, qui ont fait des interruptions de grossesse, et qui... Alors, j'ai un petit conseil, parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais c'est hyper compliqué dans la famille d'avoir ce genre d'informations pour savoir si avant ça s'est passé ou pas. » C'est vrai que si vous arrivez voir votre mère ou votre grand-mère et vous dites « Mamie ou maman, est-ce que tu as fait des fausses couches ?» Elle va vous répondre « Non », parce qu'on n'a pas envie d'en parler. Bon. Il y a une manière de présenter les phrases pour justement aider à avoir la confidence. Bon, dans toutes les familles, il y a des fausses couches ou des interruptions de grossesse. Dans notre famille, c'est qui en a eu et combien? C'est-à-dire que la question se pose pas de oui ou non. C'est toi, t'en as eu combien? Mamie, combien? Tu sais? J'ai besoin de savoir. Voilà. Et cette démarche-là, qu'est-ce qu'elle permet concrètement pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien? Est-ce que c'est indispensable pour qu'après ça se passe bien, pour avoir un enfant? Quels sont les effets en fait de ce questionnement? Tout à l'heure, vous disiez que vous avez vu des personnes qui se sont redressées. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui... Absolument. Alors, une interruption de grossesse ou une fausse couche, ou même la mort d'un enfant très tôt, au bout de quelques jours, la mort du nourrisson, etc. Il y a quelque chose de l'ordre du non-sens, c'est que les mots naissance et mort sont associés, ça va pas ensemble. Naissance et mort, ça colle pas. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la vie n'a plus de sens. Et toutes les personnes de notre famille, j'ai beaucoup de frissons là, donc ça veut dire que ça va parler à beaucoup de gens, toutes les personnes de notre famille qui ont vécu ou des morts de jeunes enfants, interruption de grossesse ou fausse couche, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de la vie n'a plus de sens. Oui. Et qui peuvent induire chez la descendance, et notamment chez nos enfants, la vie n'a pas de sens. Et donc, on a parfois des mamans ou des papas qui travaillent sur cette question-là, en faisant le protocole C+, et qui tout d'un coup voient leur enfant dire « Tu sais, j'ai eu une idée, finalement, j'ai envie de faire ça. » Parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la vie n'a pas de sens pour nos enfants non plus, comme un héritage, comme un fardeau. Et nous, dans notre vie, on se dit purée, mais je fais un métier que j'aime pas, je suis avec un mec que j'aime moyen, au secours, la vie n'a pas de sens. Et il y a des fois, on se demande, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de tout arrêter? Moi, j'ai des gens qui me disent ça. Ça va loin. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du fardeau émotionnel qui nous appartient pas, et parfois 1, 2, 3, 4, 5 fois, de la vie n'a pas de sens. Et on se demande pourquoi nous, on trouve pas de sens à la vie. Eh ben, il y a un héritage. Ouais. Voilà. Et donc, il va falloir travailler sur... c'est pas une baguette magique, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un travail où on va d'abord se poser des questions, essayer de remonter, d'avoir des informations. En plus, on en a parlé un petit peu juste avant l'émission, quand on commence à être sur le travail, les informations viennent à nous. C'est assez troublant. Bon, eh bien, du coup, en cherchant, eh bien, on va commencer et puis on va faire un protocole 6+, avec notre maman. D'abord récupérer l'énergie qu'elle nous a prise malgré elle, parce que dès qu'on est déstabilisé, dès qu'on souffre, ben finalement, on prend de l'énergie à ceux qui nous entourent, à nos enfants en premier. Et donc, on va faire un protocole 6+, avec notre mère pour récupérer l'énergie. Et c'est un donnant-donnant, c'est un gagnant-gagnant, c'est-à-dire je récupère l'énergie que tu m'as prise, mais en même temps, je fais en sorte que tu récupères l'énergie que d'autres personnes t'ont prise. Donc, il y a 2 gagnants.
tout va bien. Et après, le plus, c'est la libération émotionnelle. Ben voilà, maman, t'as vécu des fausses couches, t'as vécu une interruption de grossesse, ou bien je soupçonne que tu as vécu, si on ne sait pas. On peut parler au conditionnel. Il est probable que tu aies vécu, je me sens pas numéro 1, je me sens numéro 2, je sais pas. Il y a quelque chose. Donc, il est possible que tu aies vécu une fausse couche ou une perte de quelque chose. Et si c'est le cas, c'est ton épreuve, c'est terminé, je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Ou tu l'as vécu, je l'ai vécu moi aussi, c'est terminé. Voilà, on dit les phrases telles quelles. On va faire la même chose avec notre père, papa. Tu as perdu un frère très jeune. Ce deuil-là a bouleversé ta vie. Ou bien tu as perdu ton père, tu avais 5 ans ou 11 ans ou 12 ans et il y a quelque chose en toi qui s'est brisé parce qu'à 10 ans, finalement, on est persuadé que nos parents sont immortels. Et donc, il y a quelque chose là aussi qui manque de sens. Et donc ça, c'est ton épreuve, je refuse de la porter, je m'en libère comme tu peux t'en libérer, voilà. Et on va faire ce travail-là sur notre mère, sur notre père, si on a des informations sur les grands-parents, on va continuer, puis on va faire le protocole 7+, aux âmes qui se sont incarnées de manière si courte. Voilà. Et là, envoyez-moi des informations sur ce que ça donnera, mais j'ai beaucoup d'espoir, parce que je reçois beaucoup de témoignages là-dessus. Ah oui, c'est incroyable l'écho que ce que vous proposez a dans la société, la quantité de retours que vous avez, les conférences qui sont pleines à craquer et ça montre l'intérêt et la soif des gens pour ces sujets-là et pour peut-être aussi se prendre en main. Et on voit d'ailleurs que ces protocoles sont finalement une manière de s'autoriser, on en parlait tout à l'heure, de l'autorisation, mais de s'autoriser à parler sa vérité. Oui. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous faites une grande place à l'intuition. Et en fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir une preuve concrète, ça vous l'expliquez bien. C'est que le ressenti qu'on a, si on est à l'écoute, c'est que ça a une résonance. Absolument. Absolument. Et c'est important de se refaire confiance et de pas forcément aller chercher des 10 heures de bonne aventure qui vont vous dire « Ah, mais si vous avez vécu ça, c'est parce que dans une vie précédente, vous avez vécu ça. » Je déteste ce genre d'informations qu'on ne peut pas prouver et qui nous culpabilisent. « Ah, mince, j'ai peut-être fait dans une autre vie. » Ça m'insupporte. C'est le genre de phrase qu'en fait l'on dit quand on a rien d'autre en fait. Je pense que il y a des choses qu'on peut nous dire et le seul moyen de vérifier si c'est vrai ou pas, c'est que ça s'accompagne d'une émotion et des larmes en général. Oui. C'est-à-dire que si jamais on me dit, je sais pas, par exemple, oui, tu connais pas l'amour heureux parce que tu as été esclave dans une vie précédente ou tu as été dans un harem. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. On m'a dit que j'avais été dans un harem. J'ai dit, ça t'a parlé? Elle m'a dit, non. J'ai dit, c'est bidon. T'as eu de l'émotion? Non. C'est bidon. Mais par contre, si on vous dit quelque chose et tout d'un coup, il y a une émotion, une espèce de certitude, quelque chose, des larmes, il y a une reconnexion. S'il n'y a pas les larmes, considérez que c'est bidon. J'affirme ce que je dis. Voilà. Alors, quand on parle d'énergie, il y a encore beaucoup de gens qui lèvent les yeux au ciel et qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc ?» Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, expliquer de quoi il s'agit, comment vous l'appréhendez et, par exemple, quand vous dites qu'on récupère de l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous pourriez nous repréciser un petit peu tout ça? En fait, moi j'ai essayé dans mes livres de raccorder en fait chaque rituel à quelque chose qui pourrait scientifiquement expliquer. Il y a notamment Giacomo Rizzolatti qui est chercheur de l'université de Parme et qui évoque les neurones miroirs. Et les neurones miroirs, qu'est-ce qu'ils font? Les neurones miroirs, ils nous permettent de ne pas faire la différence entre quelque chose de vécu, je parle avec vous, et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je déchire une feuille d'aluminium. Je mets entre mes deux mains la bouille d'aluminium et la feuille d'aluminium pour créer une boule. Là, voilà. Est-ce que vous arrivez à imaginer cette boule d'aluminium avec ses petites aspérités, ses feuilles? Oui, bien sûr. Bon, très bien. Je prends la boule d'aluminium et je vous la donne. Vous la prenez. Prenez-la. Très bien.
Et vous ouvrez la bouche, vous la mettez entre vos dents et vous serrez fort les dents. Est-ce que vous avez envie de serrer fort les dents sur cette boule d'aluminium? Non, avec la sensation de ce que ça procure dans la bouche. Ouais. Voilà, donc ça veut dire, Gaëlle, que vous avez de formidables neurones miroirs. J'ai des personnes qui me disent, j'ai le goût métallique dans la bouche. Est-ce que la boule d'aluminium, elle est dans la bouche? Non. Non. J'ai même des personnes qui me disent, oui. Donc je leur dis, vous avez des neurones miroirs géniaux. Bon. Donc, la boule d'aluminium n'y est pas. Et pourtant, on a le sentiment, on n'a pas envie de serrer les dents sur cet aluminium. Donc, notre cerveau, il ne fait pas la différence entre quelque chose de réel et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Et donc, qu'est-ce que c'est ces protocoles? Les protocoles, finalement, ce sont des mots, voilà, que l'on va dire, où on va symboliquement couper des choses. Et comme notre cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose de réel et d'imaginé, à partir du moment où je coupe, je coupe. Donc déjà, sur le plan transgénérationnel, ça permet d'arrêter les choses. Il y a aussi un protocole neuf qui est le protocole de consolation, parce que parfois, on a vécu des choses difficiles dans la petite enfance, des deuils, des choses douloureuses et des abandons. Bon. Et donc, c'est le protocole neuf, le protocole de consolation, il permet de réinventer le passé, de le réembellir pour que on n'oublie pas ce qui s'est passé, mais on va le remplacer par un autre événement. Et grâce à ces neurones miroirs, on ne va plus faire la différence. Enfin, on va imaginer les choses. Voilà, je me souviens d'une jeune femme. Elle renverse un pot de colle sur un guéridon de prix. Elle se ramasse une énorme baffe de son père. Elle se sent coupable, incapable, et donc du coup, cette culpabilité depuis l'âge de ses 4 ans fait qu'elle ne s'autorise pas à avoir du succès. Elle écrit des bouquins et ça marche pas. Bon. Et je vais lui proposer dans ce protocole neuf d'imaginer son père qui se met à genoux devant elle et qui lui demande pardon. Elle me dit non mais mon père, ça, il est incapable de faire ça. Hein. Ah, je dis oui, mais nous on fait ce qu'on veut là. Donc je dis il se met à genoux et même je dis vous voyez même un peu d'émotion dans ses yeux. Vous voyez de l'émotion et il vous dit mais pardon, mais si j'avais su que ça allait être bloqué comme ça, mais jamais je l'aurais fait. Et je dis vous voyez même votre mère qui vous dit tu sais, non seulement la curiosité n'est pas un vilain défaut, mais non seulement mais la curiosité, c'est ce qui fait que la vie est belle toute la vie. Vas-y, ma fille. Voilà. Et c'était fou parce que cette personne-là, quelques jours après, sur Amazon, ses livres ont commencé à avoir des commentaires élogieux. Alors, ils étaient sortis 3 ans plus tôt. Hein. Et bref, 3 mois plus tard, son éditeur lui proposait un nouveau livre. Enfin, c'était incroyable, quoi. Donc ça, c'est par rapport, voilà, à tous les protocoles en règle générale. Sur le plan de l'énergie, grâce aux physiciens quantiques, j'ai appris que notre corps est constitué de milliards de molécules, que chaque molécule, c'est plusieurs atomes. Un atome, c'est quoi? 0,001% de matière, le noyau, les électrons, et 99,99% de vide. Sauf qu'on sait que grâce à la physique quantique, l'infiniment petit, ce n'est pas du vide, c'est de l'énergie et de l'information. On sait depuis Einstein d'ailleurs que la matière n'est pas dissociée de l'énergie. Et les mitochondries, qui sont ces organites au cœur de chacune de nos cellules, on les appelle les centrales énergétiques. Donc l'énergie, elle est à l'intérieur de nous. Énergie et information qui constituent 99,99% de ce que l'on est. Donc quand je fais des rituels chamaniques sur l'énergie, finalement, et que je dis des mots, les mots, qu'est-ce que c'est? C'est de l'information. Je les dis avec une certaine intention. L'intention, c'est de l'énergie. C'est pas la même énergie si je dis « je veux guérir » ou « je veux guérir » ou bien « je veux me relever de ce deuil » ou « je veux me relever de ce deuil et aller de l'avant et renaître ». Cette intention-là, c'est de l'énergie. Ces mots, c'est de l'information. Information, énergie, 99,99% de ce qui me constitue, c'est pour ça que ça marche. Tout aussi simple que ça. Voilà. Et ça fonctionne avec les personnes défuntes parce que les neurones miroirs, parce que moi, par exemple, j'ai fait plusieurs protocoles avec mon père qui est toujours vivant et mon grand-père paternel qui est décédé,
pour vous partager brièvement de quoi il s'agit. En fait, mon père n'a jamais été reconnu par son propre père. Et sa mère, qui est décédée quand il était jeune et ça l'a dévasté, il a grandi donc avec un père qui ne l'a pas aimé, qui n'a jamais voulu le reconnaître. Et j'ai appris récemment par une autre personne de la famille que donc mon grand-père, le père de mon père, quand il a su que sa compagne était enceinte, il a dit « si c'est une fille, je la garde, si c'est un garçon, je l'abandonne ». Ouais. Et en fait, à partir du moment où j'ai appris ça, j'ai pas tout de suite identifié le maelstrom émotionnel qui s'était déclenché, qui grandissait comme ça en moi, mais j'ai réalisé à un moment donné, parce que j'étais irascible, je supportais plus rien, et que c'est pas dans ma nature, j'ai réalisé la colère phénoménale que j'avais en moi. Et donc, j'ai fait les protocoles. Et j'avais mon grand-père en face de moi, parce que vous dites bien que, voilà, dans ces situations-là, vous dites, on convoque la personne en face de soi. Ouais. Et je lui ai parlé et je peux dire que j'ai vidé mon sac. Mais il faut y aller. Et même les gros mots, on y va. On y va. Et c'est un peu comme l'ardoise magique. Ce qui est dit est plus à dire. Ouais. Donc, il faut y aller. Moi, j'ai personnes qui me disent, oui, j'ai commencé le protocole, vous dites de vider vos sacs, et j'ai dit, je t'aime. Je dis, c'est très bien, mais on est là pour vider le sac. Ouais. Donc, on y va. Il y a des choses que vous avez jamais osé dire, ou que vous n'avez pas pu dire parce que la personne est défunte. Alors, pour les personnes qui croient en une survie de la conscience, ce qui est mon cas, eh bien, finalement, quand la personne est défunte, pour moi, je pense que ça marche d'autant mieux parce qu'ils ont à cœur de réparer. Parce que bien sûr qu'ils savent que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Bien sûr que ce grand-père, aujourd'hui, il se rend compte que élever cet enfant, son fils, votre père, comme ça, c'était vraiment pas sympa. Voilà. Mais en même temps, c'était le défi majeur de l'âme de votre père. Et si vous vous êtes incarné, vous, Gaël, avec ce père-là, c'est parce que quelque part, l'âme de Gaël, si on y croit, si on croit cette façon de voir, eh bien, a choisi dans cette vie de résoudre le principe de avant même de naître, je crée de la déception à mes parents. La culpabilité, elle est énorme. Donc là, typiquement, voilà, en disant au père, en faisant protocole 6+, avec le père, le fait de ne pas être reconnu, le fait de souffrir autant, ben c'est ton épreuve. Moi, je refuse de la porter, c'est pas la mienne. Je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Voilà. Et hop. Voilà. Mais si le grand-père il a agi comme ça, c'est pas pour rien non plus. Ça, c'est difficile à admettre d'une certaine manière, et j'ai l'impression, enfin ça c'est mon vécu, mais que un protocole, j'ai senti que ça posait les bases, mais qu'il y avait besoin d'y revenir, parce qu'en fait, ça tire le fil. Complètement. C'est pour ça que je dis souvent, il faut les faire et il faut les refaire. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas une baguette magique. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, j'en ai fait un, j'ai vu de tels résultats, c'est génial. Mais il y a des choses qui sont revenues. Je dis, oui, mais vous avez fait qu'un seul. Continuez. Ne baissez pas les bras, continuez. Et surtout que si vous avez vu des résultats déjà, ça prouve que vous faites bien les choses. Et parfois, il faut persister. Et la vie nous demande de persister. C'est moi, chaque fois que je vis une épreuve, je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette épreuve? Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? J'essaie de comprendre, de faire ce petit pas de côté. Bien sûr, je m'insurge au début. Bien sûr, je crie la colère. Bien sûr, voilà. Mais de plus en plus rapidement aujourd'hui, je me rends compte que je me dis bon, alors attends, j'ai pas vécu ça pour rien. L'univers est bienveillant. C'est Jung qui parlait de la conscience cosmique, qui disait, donc c'est l'univers. Moi, j'ai traduit avec l'univers en disant la conscience cosmique fait que tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, il se réplique. Bon, qu'est-ce que j'ai pas compris? Voilà, il y a quelque chose que je dois comprendre. Et donc c'est peut-être me libérer. Voilà, c'est peut-être voilà, peut-être que ce grand-père, il a vécu la violence masculine. Peut-être qu'il a été, là, ce qui me vient comme ça, spontanément, je dirais intuitivement, j'ai aucune preuve ni rien, mais si cet homme-là a été violenté par un homme, avoir un fils homme, c'est potentiellement mettre au monde quelqu'un qui peut violenter quelqu'un d'autre, alors qu'une fille, non. Et moi, je ne serais pas surprise, voilà, que ce grand-père ait subi une violence terrible Est-ce que ça vous donne l'émotion? Eh ben voilà.
Oui, là, on est en pleine Voilà. démonstration. On est en pleine démonstration. Ouais. Gaëlle a les larmes aux yeux. Oui. Elle s'essuie les yeux, je peux le dire. Voilà, donc je n'ai pas de preuves. Je dis les choses qui me sont venues. Votre émotion, elle est là pour dire, potentiellement, c'est ce qui s'est passé. L'émotion, elle est là pour valider les choses. Voilà. Ce grand-père-là, il a potentiellement vécu de l'horreur par un homme et sa phobie, c'était se dire, si je mets un homme à jour, si je fais naître un homme, potentiellement, je peux faire répliquer, moi j'ai des frissons partout là, je peux faire répliquer l'engeance de l'homme terrible. Voilà. Et peut-être que cet homme, c'était son propre père. Donc voilà. Donc, et une fille, c'est plus doux dans son esprit. Voilà. Donc, et peut-être qu'aujourd'hui, vous, Gaëlle, en tant que fille, bah, vous êtes là pour réparer la lignée. Oui, c'est ce que Et c'est beau. C'est ce qui m'est venu aussi. Et c'est beau. Et c'est beau de se dire que, à travers, je sais pas quel deuil vous en frappez, mais si vous faites ce podcast, il y en a forcément. Bon. Et peut-être que, tout ça, si on devait trouver peut-être un sens à ceux et ces morts, c'était peut-être que pour qu'aujourd'hui vous entendiez ça, pour que entre autres, je dis n'importe quoi, je vais pas résumer à ça, vous aidez tellement de gens à travers votre podcast, c'est merveilleux, mais entre autres choses, peut-être de réparer cette lignée et voir le grand-père avec un autre regard, en disant peut-être que il a agi comme ça parce qu'il a beaucoup, beaucoup souffert. Oui. D'ailleurs, j'aimerais juste rajouter que en exprimant cette parole intime qui est vraie, qui est profonde, qui vient des tripes, finalement, pour le dire clairement, ça conduit à un apaisement. Et vous parliez du pardon au début de cette discussion, vous en parlez aussi dans le livre par rapport à votre papa. Et c'est vrai, quand le sac est vidé, pour le dire comme ça, dans mon cas, en tout cas par rapport à mon histoire, ce qui m'est venu, c'est beaucoup de tendresse, bon, avec encore de la tristesse, mais énormément de tendresse et d'amour pour mon père et mon grand-père, avec cette phrase qui était tu as fait comme tu as pu. Nos parents ont fait comme ils ont pu avec l'amour qu'ils ont reçu. Ils ont surtout fait ce qu'ils ont pu avec l'amour qu'ils n'ont pas reçu. Ouais. Voilà. Parce que c'est pas évident de s'inventer tout d'un coup parent quand on n'a pas été choyé par notre mère ou notre père, qu'on a reçu des coups ou qu'on a reçu des choses difficiles, de la violence, quelle qu'elle soit, psychologique, physique, sexuelle. Donc c'est pas facile, Et si on a la culpabilité d'avoir fait certaines choses, certaines erreurs, eh ben l'important c'est de s'en rendre compte et de se dire moi aussi je peux me transformer, voilà. Parce qu'on en fait tous des erreurs. Moi j'en ai fait, j'en ferai d'autres. On en fait tous. Alors avant de terminer cette discussion, Natacha, j'aimerais qu'on parle de place. Lors d'un deuil, il peut y avoir de multiples raisons pour lesquelles la place de chacun et chacune peut être rebattue. Ça peut être à cause des décisions prises par l'un ou l'autre ou les uns les autres sur la fin de vie de la personne décédée, des histoires de succession, des querelles dans la fratrie qui font souvent écho à des querelles d'enfance. Donc, comment sait-on qu'on n'est pas à sa place et comment retrouver sa juste place? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se sentent coincées dans une situation ou à une place qui ne leur convient pas ou plus et qui ne savent pas comment s'en sortir parce que c'est compliqué. J'ai écrit Trouver ma place parce que je me suis rendu compte que l'histoire de l'énergie, c'est quelque chose qui touchait beaucoup, beaucoup de monde, mais Trouver ma place, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. C'est-à-dire que même la personne qui est riche, qui a du succès, qui est heureuse en amour, dans son boulot, etc., peut-être qu'au fond d'elle-même, elle n'est pas heureuse parce qu'elle n'a jamais trouvé sa place auprès d'une mère, sa place dans la fratrie, et que c'est prépondérant. Voilà. Mais encore une fois, si on considère que notre âme a choisi cette place dans la fratrie en tant que préférée ou en tant que mal-aimée, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que dans cette vie, normalement, on a les outils pour s'en sortir. Et ces outils, ils existent, peu importe lesquels. Pour certains, ça va être aller voir un hypnothérapeute, pour d'autres, un praticien en EFT, en EMDR.
trouvez votre méthode. Ça peut être les protocoles, mais chacun trouvera sa manière d'agir. Mais c'est pour ça que j'ai proposé dans Trouver ma place de le faire par thème, sur le plan du travail, sur le plan de l'argent, sur le plan de l'amour, mais aussi sur le plan de la famille, parce que, par exemple, être le préféré dans une fratrie, ça peut générer un auto-sabotage parce qu'on se dit j'ai déjà tellement reçu par rapport aux autres que si j'ai le succès total, et les pauvres, ils vont pas s'en remettre. Bon, et hop, auto-sabotage. Mais imaginons, on n'est pas le préféré, on est l'enfant oublié, pas regardé, au secours, machin. Ben ça peut créer les mêmes auto-sabotages ou même auto-blocages, parce qu'en disant j'ai tellement peu reçu, il n'y a aucune raison que je continue que je reçoive quelque chose, puisque de toute manière, je suis née dans une famille qui m'a jamais regardé. Pourquoi est-ce que ça changerait? Et donc, on voit bien qu'à partir de deux situations totalement différentes, opposées même, il y a le même système de croyances limitantes qui est je me bloque pour pas faire de l'ombre ou parce que je mérite pas, ou parce qu'on m'a dit que j'étais mal aimée ou que j'étais pas aimable, donc pas digne d'être aimée, etc. Bon, tout ça, très souvent, c'est en lien avec la culpabilité, et la culpabilité par rapport à des choses qui sont nées dans notre enfance. Protocole 9, on va nettoyer tout ça, ça va vraiment nous aider à réembellir le passé pour le revisiter. Et c'est quelque chose qui peut se faire sur la culpabilité, ça peut se faire sur la colère, ça peut se faire sur l'injustice, ça peut se faire sur l'humiliation, sur des peurs, des énormes peurs à l'intérieur de soi. On se dit, waouh, je comprends pas pourquoi j'ai des peurs comme ça à l'intérieur de moi. J'ai tout le temps peur, etc. D'abord, on va les chercher sur le plan transgénérationnel. Est-ce que ma mère a eu des peurs? Bah oui, quand elle a perdu son enfant, forcément, après, elle a eu peur. Ah ben, mon père, oui, quand il a perdu son père, bah oui, forcément, après, il avait eu peur. Ah ben, mon grand-père, quand il était à la guerre, oui, forcément, il a eu peur. Bon, etc., etc. Donc, on va travailler avec toute notre famille sur les plans de la peur. Et puis après, on va dire, mais est-ce que moi, dans mon enfance, il s'est passé des choses? Ah bah oui, j'étais vraiment dans un truc insécurité parce que peut-être on manquait d'argent, parce que ceci, cela. Et là, on va travailler avec le protocole 9, protocole de consolation, pour justement essayer de réembellir le passé, pour l'améliorer dans notre tête et le vivre mieux. Et surtout, arrêter avec ces croyances de limitantes de « je mérite pas » ou « je vais faire de l'ombre à quelqu'un qui nous freine ». C'est comme si on s'auto-sabotait. Et on se dit, ouais, le sort s'acharne, je fais des entretiens, ça marche pas, je fais ci, ça marche pas. Mais en fait, c'est pas tellement ça, c'est pas le sort qui s'acharne. C'est juste qu'on a peut-être pas trouvé encore le message de quelque chose d'essentiel dont on doit se libérer, une croyance limitante qu'on a hérité de notre mère, de notre père, de notre grand-père, de notre grand-mère, ou un blocage qui est généré à une culpabilité liée à notre petite enfance. Donc, prenez le temps de faire les choses, de remuer tout ça. Vous pouvez vous faire accompagner, vous faites à votre sauce. Un grand merci, Natacha, pour ce délicieux moment passé ensemble. Avec un immense plaisir, Gaëlle. Vraiment, j'étais ravie de partager. J'espère de tout cœur que ça aidera un petit peu les personnes qui nous entendent. J'en suis certaine. Et puis, moi, c'est vrai que quand j'ai créé ce podcast, c'était pour nous aider, nous tous, nous toutes, à mieux vivre les pertes dans nos vies et à traverser nos deuils en conscience. Donc, merci de nous éclairer sur ce chemin. Merci beaucoup. Pour clore cet épisode, je vous propose de retenir quelques clés, comme à mon habitude. Alors, la première, c'est que nous sommes composés à 99% d'énergie et d'information. La seconde, dès que nous vivons une épreuve, dont les deuils, nous perdons de l'énergie. La troisième, nous pouvons alléger nos fardeaux émotionnels en nettoyant les liens de souffrance, même lorsqu'ils sont transgénérationnels. Et la quatrième, travailler sur le plan énergétique en complément d'un travail psychologique ou thérapeutique favorise une reconstruction durable et permet de retrouver l'harmonie avec soi-même et avec les autres. À bientôt! Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens.
Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.